Cet homme est sur des charbons ardents. Il fixe nerveusement le compteur du taxi qui s'affole, puis regarde son dernier billet de 5 $. À l'arrêt d'un carrefour, il s'éjecte soudainement du véhicule. Mais après quelques mètres, il réalise avec effroi qu'il a oublié son scanner médical sur le siège passager. Il fait volte-face, sans saisie et détale vers le métro, ignorant les cris du chauffeur. Le conducteur, hors de lui, hurle « Reviens ici, espèce de voyou !» Chris fonce dans les escaliers, espérant attraper le dernier train en resquillant. Hélas, son appareil se coince dans les portes automatiques. Le convoi s'ébranle, le forçant à lâcher prise dans un geste de pur désespoir. Chris s'effondre, terrassé par le désespoir, cet appareil représentait le gagne-pain de tout un mois pour les siens. Il appelle chez lui pour annoncer son retard, mais la réponse tombe comme un coup près. « Je m'en vais Chris, je quitte cette maison. » « Quoi ? Tu m'as bien entendu ? Mes valises sont prêtes, j'emmène Christopher sur le champ. » Ce coup de semonce laisse Chris totalement hébété. Une pluie fine se met à tomber, comme si la nature elle-même se mettait au diapason de sa détresse. Chris rentre chez lui à tombeau ouvert. Ce foyer, autrefois si chaleureux, n'est plus qu'une coquille vide et glaciale sous les néons. Il s'y sent terriblement seul. La brutalité du réel vient de consumer ses dernières forces et son ultime étincelle d'espoir. Pourtant, sa vie n'avait pas toujours été un long fleuve tranquille. Il y a quelques années, Chris avait investi toutes ses économies dans un stock de scanners médicaux de pointe, devenant distributeur exclusif à San Francisco. Il était convaincu de tenir là la chance de sa vie, le sésame vers la gloire. Mais son navire a sombré à peine sorti du port. En 1981, l'Amérique s'enfonce dans une récession brutale. La précarité s'installe partout, et les sans-abri deviennent légion. Ces scanners, bien que performants, coûtent 2 fois plus cher que la concurrence. Résultat, 3 mois consécutifs sans la moindre vente. Les loyers impayés s'accumulent, tout comme les rappels d'impôts. Sa voiture est partie à la fourrière et les amendes pleuvent. Comble de l'ironie, son fils fréquente une garderie miteuse où même le mot « bonheur » est écrit avec une faute. Pour joindre les deux bouts, sa femme doit cumuler 2 emplois. Forcément, son caractère s'aigrit de jour en jour. Chris, lui, a oublié le goût du rire, jusqu'à sa rencontre avec un monde à part. Un lieu où le bonheur se lit sur tous les visages. Il interpelle alors le conducteur d'une luxueuse berline pour lui poser 2 questions. Quel est votre secret ? Je suis courtier en bourse. Faut-il de longues études pour exercer ce métier ? Pas du tout, il suffit d'être une flèche en maths et d'avoir le contact facile. C'est aussi simple que ça, à plus. Or, Chris a toujours eu la bosse des maths. De plus, ses années de vente lui ont donné un solide bagage relationnel. L'idée germe alors en lui, et s'il tentait sa chance ? De retour chez lui, l'annonce de son entretien suscite les moqueries de sa femme. « Courtier ? Tu planes complètement, mon pauvre !» Pourtant, Chris refuse de laisser passer sa chance de changer de destin. Pour soigner son apparence, il confie son scanner à une artiste de rue sur le marché, lui glissant $1 pour le surveiller tout en minimisant la valeur de l'objet. Hélas, à peine sa candidature en main, il réalise avec stupeur que la jeune femme s'est volatilisée avec son matériel. Chris se lance à sa poursuite jusqu'au métro, mais ne peut que constater son départ, impuissant. C'est le budget du mois qui s'envole sous ses yeux. Ivre de rage, Chris se défoule contre la paroi du wagon. Une fois calmé, il épluche le formulaire, la firme recrute 20 stagiaires tous les 6 mois, mais n'en garde qu'un seul. Côté diplôme, son baccalauréat semble bien dérisoire face aux exigences demandées. Cette nuit-là, le sommeil le fuit. Il pèse le pour et le contre, doit-il vraiment saisir cette chance quasi nulle ? Le lendemain, en conduisant leur fils à l'école, sa femme lui martèle qu'il ne doit pas rentrer sans avoir vendu cet appareil. Pourtant, une fois l'enfant déposé, Chris délaisse sa prospection pour porter sa candidature directement au siège de la société de bourse. Loin de se contenter du guichet d'accueil, il tente d'approcher le directeur des ressources humaines pour marquer les esprits, mais l'homme, débordé, les conduit. C'est en redescendant qu'il aperçoit, par un pur hasard, l'artiste de rue qui lui avait dérobé son scanner. Il se lance dans une course effrénée, finit par la rattraper dans un bus et récupère son précieux bien. Christopher tombe des nues en découvrant 2 scanners au lieu d'un seul après l'école. Son père avait promis de s'en débarrasser, mais voilà que la pile double. Face à ce spectacle, sa femme, excédée, refuse d'écouter la moindre explication. Quoi encore ? Fais ce que tu veux Chris, je lâche l'affaire. Il tente désespérément de la retenir, on va s'en sortir, tout finira par s'arranger, tu verras. Tu nous as déjà fait le coup. Quand j'attendais Christopher, tu me servais déjà le même discours. Tu ne me fais donc plus confiance ? Peu importe, ça m'est bien égal maintenant. C'est précisément à cet instant que l'engrenage du destin se met en marche. L'arrivée du Rubik's Cube en a fait instantanément le cadeau favori de tous. À l'époque, un professeur de mathématiques capable de le résoudre en 30 minutes signait déjà une performance hors norme. Grâce à son don inné pour les chiffres, Chris parvient presque à bout du casse-tête, qui va devenir le sésame de son existence. Pourtant, malgré sa candidature, le silence de la firme de courtage est assourdissant face à la concurrence féroce du milieu. Pour forcer la chance, il consacre ses temps morts à faire le pied de grue au pied de l'immeuble. Ce manège durera plus d'1 mois sans relâche. Un jour, il croise enfin le DRH et espère jouer ses meilleures cartes, son aisance avec les chiffres et son sens du contact. Manque de bol, le directeur est pressé et doit filer à un autre rendez-vous. Pour ne pas laisser filer sa chance, Chris prétend aller dans la même direction et s'invite dans son taxi.
Il tente alors de se vendre, mais son interlocuteur reste hypnotisé par son Rubik's Cube. L'homme ne lui jette même pas un regard. Voyant le directeur buter sur le casse-tête, Chris propose « Je peux essayer ». C'est impossible, personne n'y arrive. Si, j'en suis certain, je peux le faire. Laisse tomber, c'est perdu d'avance. Donnez-le-moi, je vais vous montrer. À la stupéfaction du cadre, Chris aligne une première face en un clin d'œil. Puis, il se plonge dans une concentration extrême pour vaincre ce cube infernal. Même le chauffeur ne peut s'empêcher de lorgner dans le rétro. À l'arrivée, le Rubik's Cube est parfaitement résolu. Le directeur en reste comme 2 ronds de flanc. Le directeur descend du taxi et s'éclipse rapidement. Chris fixe le compteur qui affiche 18 $, puis son portefeuille désespérément vide. Il n'a d'autre choix que de resquiller pour s'en sortir. Pour semer le chauffeur, il bondit dans une rame de métro au moment où les portes se ferment, mais lâche son scanner dans la précipitation. Sous une pluie battante, il tente de joindre sa femme, mais apprend qu'elle a définitivement plié bagage. Alors qu'il rentre chez lui, le cœur lourd et l'esprit embrumé par le désespoir, le DRH l'appelle pour le convoquer à un entretien et lui demande de noter les coordonnées de sa secrétaire. Chris réalise alors avec effroi qu'il n'a même plus de quoi écrire chez lui. Il doit mémoriser le numéro en le répétant comme une litanie tout en courant vers l'épicerie la plus proche pour trouver de quoi noter. Cette nuit-là, le sommeil le fuit totalement. Dès l'aube, il part à la recherche de sa femme, espérant de tout cœur récupérer Christopher. Une vive altercation éclate en pleine rue, mais elle reste de marbre et refuse de céder. Pour gagner du temps avec son fils, Chris le récupère même à l'école avant la fin des cours. À peine rentré, le propriétaire les attend de pied ferme, 3 mois de loyer impayés, c'est l'expulsion immédiate. Après avoir supplié son bailleur, Chris obtient un sursis d'1 semaine, à condition de repeindre tout l'appartement. Le lendemain, alors qu'il est à l'œuvre, il griffonne sur le mur « Chris, tu es pitoyable ». Soudain, on sonne à la porte. 2 policiers surgissent et l'embarquent sans ménagement. Le motif ? Des amendes routières jamais honorées. Chris n'a d'autre choix que de signer un chèque. Mais les banques sont déjà fermées. La police doit attendre le lendemain matin pour authentifier son chèque. Chris supplie les agents de le relâcher, son fils de 5 ans est seul à la maison et, surtout, un entretien crucial l'attend au petit matin. Hélas, ses appels restent lettre morte. Au pied du mur, il finit par joindre son ex-femme qui accepte de ramener Christopher le lendemain soir, vers 18 h. Il passe donc la nuit au poste, en cellule, avant d'être enfin libéré une fois la validité du paiement confirmée. Libéré, Chris fonce vers la société de bourse et arrive in extremis pour son entretien. Face aux autres candidats en costume impeccable, lui porte ses habits de chantier tachés de peinture. Le directeur, qui l'avait pourtant recommandé, reste bouche bée devant une telle allure. Chris prend les devants en saluant l'assemblée, malgré la désapprobation évidente du grand patron. Avant même la première question, il joue carte sur table, j'ai passé 30 minutes dehors à chercher une excuse bidon pour justifier cet accoutrement, une fable pour prouver mon honnêteté ou mon esprit d'équipe. Finalement, je n'ai rien trouvé. La vérité, c'est que je sors de garde à vue pour des prunes, des PV de stationnement non payés. Pardon ? Je viens tout droit du commissariat. Et que faisiez-vous juste avant ? Je repeignais mon salon. Le patron reste de marbre face à ce candidat sans diplôme supérieur, mais Chris joue carte sur table, je suis ainsi. Si vous me posez une question dont j'ignore la réponse, je vous le dirai franchement. Mais je vous garantis que je saurai où chercher la solution et que je la trouverai. Cette audace pique à nouveau la curiosité du recruteur, qui lance alors un défi. Chris, si j'embauchais un type venant à l'entretien sans chemise, qu'en penseriez-vous ? Eh bien, j'imagine que son pantalon devait être sacrément exceptionnel. Malgré ce sans faute mémorable, la douche froide tombe, ce stage de 6 mois n'est pas rémunéré. Chris hésite, car avec un seul élu sur 20 candidats, il doit écouler tout son stock de scanners et se donner corps et âme pour une chance infime de 5%. Accablé par cette pression, Chris rentre chez lui et choisit de tenter le tout pour le tout. Il efface alors l'insulte qu'il avait griffonnée sur le mur. En fin de journée, sa femme ramène enfin Christopher à la maison. Il respire enfin. Pourtant, elle lui annonce son départ imminent pour New York afin de refaire sa vie. Chris accepte, à condition que leur fils reste avec lui. Cette fois, elle y consent tacitement. Avant le grand saut, elle jette un dernier regard chargé d'émotion à son fils. Chris reste pétrifié face à ce départ. Il n'ose ni la retenir, ni même l'enlacer pour un dernier adieu. La précarité et l'horizon bouché l'empêchent d'être égoïste et de la retenir. À cet instant, il se jure de réussir, quoi qu'il en coûte. Il contacte alors la firme de bourse pour valider son entrée en stage pour 6 mois. Pour réduire la voilure, le père et le fils emménagent dans un foyer plus modeste. Le samedi, Chris emmène son fils tâter du ballon sur un terrain de basket. Christopher s'enthousiasme, plus tard, il sera pro. Mais Chris, terre à terre, lui rappelle que les chiens ne font pas des chats, n'étant pas doué lui-même, son fils n'aura sans doute pas le niveau. Ces mots brisent net l'élan du petit qui perd instantanément sa joie de vivre. Devant sa mine déconfite, Chris réalise sa gaffe.
Il se rattrape aussitôt, ne laisse jamais personne te dire que tu n'en es pas capable, pas même moi. Tu m'as compris? Un rêve, ça se protège coûte que coûte. Les ratés essaieront de te convaincre que tu n'arriveras à rien, comme eux. Si tu as un idéal, bats-toi pour lui. À travers ces mots, Chris ne s'adressait pas qu'à son fils, il s'insufflait aussi le courage de continuer. Dès l'aube, il reprend sa prospection, son fils à ses côtés. Dans ce quotidien morose, une éclaircie surgit enfin. Chris décroche sa première vente. Le budget du mois est enfin bouclé. Voyant Christopher lorgner sur des friandises, il peut enfin lui faire plaisir. Mais le petit, d'une sagesse touchante, prétend ne plus en avoir envie. Allez, on peut se le permettre. Lequel te tente? Celui-là. Son stage débute enfin dans la foulée. Durant cette période, il doit jongler entre les formations intensives et l'étude d'un manuel technique volumineux. Pour se faire bien voir, Chris profite de chaque pause pour échanger avec son patron et glaner des infos sur le milieu. En pleine discussion, son Sankong fait qu'un tour, il aperçoit un vagabond un peu dérangé qui tient son fameux scanner perdu au métro. Il abrège la conversation et se lance aussitôt à sa poursuite. Chris est tellement focalisé sur l'homme qu'il en oublie tout danger. Soudain, c'est l'accident, une voiture le percute de plein fouet. La douleur physique s'efface devant la brutalité de son sort, bien plus cuisante que ses blessures. Résigné, il retourne au bureau avec une seule chaussure au pied. Dites donc, il vous en manque une. Merci, j'avais remarqué. Seul stagiaire issu de la diversité, il subit en plus des cours les corvées pour ses formateurs, jouant les garçons de café ou de course. Dès la fin des cours, il traverse la ville au pas de course pour récupérer Christopher, enchaînant métro et bus jusqu'au foyer. Après des semaines d'apprentissage, il passe enfin à la prospection téléphonique. Pour être le plus efficace possible, il enchaîne les appels sans même raccrocher le combiné, chaque seconde étant comptée. Il s'interdit même de boire pour s'épargner des pauses techniques. Sa mission, abattre 8 heures de boulot en seulement 6, pour s'échapper à temps et retrouver son fils. Un jour, il décroche enfin un rendez-vous avec un client de haut vol disponible dans 20 minutes. Chris raccroche et fonce vers le point de rencontre pour saisir cette chance. À peine arrivé, son formateur l'interpelle pour lui demander de garer sa voiture. Sans lui laisser le temps de placer un mot, l'homme s'éclipse. Contraint et forcé, Chris s'exécute. Alors qu'il s'apprête à manœuvrer, un autre automobiliste lui souffle la place sous le nez. Il doit alors tourner un long moment avant de dénicher un emplacement. Malgré sa course effrénée, ce contretemps lui fait rater son créneau avec ce riche investisseur. Pour rattraper le coup, il décide de se rendre chez lui avec son fils le week-end suivant pour présenter ses excuses. Ce riche client, touché par sa sincérité, se prend d'affection pour Christopher. Par un pur hasard, il propose aux deux Chris de les accompagner voir un match de foot US avec son propre fils. Vers la fin de la rencontre, Chris prend son courage à deux mains pour vanter les services de gestion de fortune de sa firme. Pourtant, il est évident qu'un tel investisseur ne confiera pas des millions à un inconnu sur un simple coup de tête. Malgré ce refus, voir son fils aussi rayonnant suffit à son bonheur, la journée est gagnée. Après le match, les occupants de la loge VIP, le prenant pour un proche du millionnaire, se bousculent pour lui tendre leur carte de visite. Au 4e mois de stage, la chance lui sourit enfin, il écoule tout son stock de scanners. Chris croit toucher au but, mais un courrier le ramène brutalement sur terre. Une mise en demeure de $600 tombe pour 3 mois d'arriérés d'impôts. Le fisc se sert directement sur son compte, le laissant sur la paille. Il est de nouveau fauché. Son propriétaire le harcèle sans relâche pour le loyer. Aux abois, il tente de récupérer $14 prêtés à un ami, mais celui-ci l'envoie paître sous prétexte d'un ancien service de déménagement. Le lendemain, au parc avec son fils, il repère de nouveau le vagabond avec son scanner. Chris se précipite pour récupérer son bien. C'est leur unique gagne-pain pour les jours à venir. Il bichonne l'appareil avant de dénicher un acheteur potentiel. Hélas, au moment crucial, la machine refuse de s'allumer, elle est en panne. C'était pourtant leur dernière bouée de sauvetage. Ils s'acharnent sur les circuits, en vain, l'engin reste inerte. Le sort s'acharne encore, de retour au foyer, ils trouvent leur maigre possession jetée sur le trottoir. Le bailleur a changé les verrous pour loyers impayés. Chris tente bien de forcer le passage, avant de baisser les bras, terrassé par l'impuissance. Il décide d'emmener son fils sans plus attendre. Pourtant, Christopher, désemparé, ne comprend pas pourquoi il ne rentre pas, il s'accroche à la porte en sanglotant. « Écoute-moi, ça suffit. Ne fais pas de bruit, on y va. » C'est la première fois que Chris perd patience face à son petit. Désormais à la rue, ils échouent dans une station de métro. L'enfant l'interroge sans cesse sur leur destination, mais Chris reste sans voix. Soudain, Christopher évoque la machine à remonter le temps, se rappelant que le vagabond un peu fou surnommait ainsi le scanner. Chris saisit la perche et invente alors un jeu, cet appareil va les propulser dans le passé. Père et fils s'évadent alors dans une odyssée imaginaire. Même au creux de l'abîme, il veut offrir à son fils un coin de ciel étoilé. Chris se réfugie avec son fils dans les toilettes de la gare. Il tapisse le sol de papier pour s'y installer tant bien que mal. Pourtant, aucun conte de fées ne peut éternellement masquer la brutalité du réel. D'une main, il couvre les oreilles de l'enfant tout en bloquant la porte du pied.
À cet instant, ce roc qu'est Chris se fissure en silence, terrassé par un désespoir sans nom. Les larmes coulent sans retenue. Le carrelage glacial semble sceller chaque issue, étouffant la moindre lueur d'espoir. Malgré cette nuit d'enfer, la vie réclame ses droits dès l'aube. Désormais, Chris transporte tout son barda avec lui, jurant de ne plus jamais finir ainsi, recroquevillé dans l'ombre. Il fait le pied de grue avec d'autres délaissés devant un foyer, espérant un lit gratuit. Sous le choc de la récession, la misère gagne du terrain à une vitesse folle. Au même instant, une rutilante décapotable file devant eux, à son bord, une élégante semble ignorer tout de la crise ambiante. Le responsable annonce alors qu'il ne reste plus que 4 places. Soudain, un individu tente de lui griller la politesse en s'incrustant devant lui. Mais l'instinct paternel interdit à Chris de battre en retraite. Alors que le ton monte, l'employé du centre menace de les expulser tous les deux. J'étais là à l'heure, je faisais la queue après le boulot et l'école, on est dans les temps, c'est lui qui a triché. Fort heureusement, un témoin d'un certain âge prend sa défense. Chris obtient in extremis son bon pour la nuit. Certes, le confort est spartiate, mais avoir un toit et de quoi se décrasser est déjà un luxe. Une fois son fils endormi, il s'installe sous un néon pour tenter de ranimer son scanner en panne. Aux premières lueurs de l'aube, il profite de cette clarté précaire pour s'immerger dans ses manuels financiers. Loin de l'abattre, les revers de fortune successifs ne font que décupler sa détermination d'acier. Le jour, il se donne corps et âme pour satisfaire ses clients. À la nuit tombée, il traîne ses pieds meurtris pour hisser son fils dans des bus bondés. Dans la précipitation, il égare un jour la figurine préférée de Christopher, son Captain America, mais le temps lui manque pour s'en soucier. La brutalité du quotidien ne lui accorde aucun répit pour s'apitoyer sur son sort. Père et fils oscillent ainsi entre la chance d'un lit en foyer et la misère d'une nuit dans des sanitaires publics. Pour ne pas perdre une miette des cours, il révise même en avalant son déjeuner. Le temps file et le jour de l'examen final sonne enfin. Un candidat brillant rend sa copie bien avant l'heure, suivi de près par Chris. Dans l'ascenseur, l'étudiant fanfaronne sur la facilité des épreuves. Chris embraye, et les graphiques, tu en as pensé quoi? Un jeu d'enfant. La question de synthèse au verso m'a donné du fil à retordre, et toi? Une synthèse? Au verso? À la sortie, alors qu'il part prospecter, son patron l'interpelle pour lui emprunter de quoi payer son taxi. Dans son portefeuille, il ne reste que 7,58 $. Il hésite devant son billet de 5, puis finit par le tendre. Il dépanne son supérieur, mais sacrifie ses repas pour les jours à venir. L'examen ayant trop duré, il rate l'ouverture du foyer social. Privé de ses derniers dollars, Chris trompe sa faim avec un sourire de façade au dîner. Cette nuit-là, le métro sera leur seul refuge. Acculé, sans la moindre lueur d'espoir, Chris se résout à vendre son sang. C'est désormais la seule ressource qui lui reste à monnayer dans ce monde. Avec les 24 $ récoltés, il en consacre aussitôt 8 à l'achat d'un nouveau tube fluorescent. Chaque soir, pour s'abriter, il joue des coudes parmi la foule délaissée pour compte. Chris est rongé par la culpabilité, surtout face à la détresse de son petit. Maman est partie à cause de moi, n'est-ce pas? Quoi? Ne dis jamais ça. Elle est partie pour elle-même, pas pour toi. Tu m'entends? Tu es un fils exemplaire. Une fois l'enfant apaisé, Chris s'attelle de nouveau à la réparation de son scanner. Il installe la nouvelle lampe et actionne délicatement l'interrupteur. À cet instant, l'appareil s'illumine enfin, balayant l'obscurité de la pièce comme un véritable rayon de soleil. Le médecin se présente au rendez-vous pour acquérir le scanner. Le budget du mois est enfin assuré. Ce soir-là, fini les files d'attente au foyer, il s'offre une chambre d'hôtel. Désaccoutumés du confort d'un vrai lit, père et fils finissent par s'endormir sur le sofa. Peu importe le matelas, l'essentiel est d'être ensemble. Le lendemain, après le service, ils s'évadent au bord de l'océan pour souffler. Le tumulte et la précarité semblent enfin s'effacer. Leur visage retrouve un sourire oublié depuis bien trop longtemps. C'est le clap de fin pour ces 6 mois de stage intensif. Ses connaissances du terrain de basket lui ont permis de boucler 31 transactions. Pourtant, son cœur bat la chamade. Contrairement aux examens de l'enfance, ici, il n'y a pas de session de rattrapage. Ce moment charnière, censé faire basculer son destin, s'écoule à une vitesse folle. Dans les vestiaires, il croise le directeur des ressources humaines. Ce dernier salue son parcours, écoutez, peu importe l'issue, vous avez fait un travail remarquable, Chris. Je suis sincère. Bonne chance pour la suite. Alors que Chris remercie ses soutiens, le manager l'invite dans son bureau. Il sent que l'heure de vérité a enfin sonné. Ses efforts acharnés de ces 6 derniers mois vont-ils le renvoyer à la précarité ou lui ouvrir les portes d'une nouvelle existence? J'aurais dû mettre une chemise aujourd'hui, pour le dernier jour. Merci, merci infiniment. Portez-en une demain aussi, d'accord? Car ce sera votre premier jour. Voulez-vous devenir courtier chez nous, Chris? Oui monsieur, avec plaisir. Bienvenue parmi nous. En tenant ce sésame, son regard s'illumine comme une marée montante. Il lutte contre l'émotion, mais ses yeux trahissent son immense soulagement. Dans une vie, on ne pleure vraiment que 2 fois. Alors qu'il s'apprête à sortir, son patron le retient pour lui rendre les 5 $ empruntés. Ce geste dépasse le simple remboursement, c'est une véritable reconnaissance de sa valeur. Toutes les épreuves, les échecs et ces nuits glaciales de solitude trouvent enfin leur sens. Si le miracle existe, ce n'est qu'un autre nom donné à la persévérance. Il se précipite dehors, les larmes aux yeux, et au milieu de la foule compacte, il lève les mains pour s'applaudir lui-même. À cet instant,
la graine a enfin germé sur la terre aride de son cœur. Le bonheur, si longtemps attendu, frappe enfin à sa porte. Il court avec fougue jusqu'à l'école de son fils et le serre contre lui, ne voulant plus jamais le lâcher. Désormais, il se fait la promesse que son enfant ne manquera plus jamais de rien, ne subira plus aucun affront. C'est une histoire vraie. En 1987, Chris fonde sa propre société d'investissement. Et quand le véritable Chris Gardner croise son double de fiction, ce bref instant suspendu ressemble à une caresse du temps, témoignant que sa quête du bonheur a enfin rejoint la réalité. Au début, ce film nous échappe, en le revoyant, c'est notre propre reflet que l'on y découvre. On se demande souvent ce qu'est le bonheur et où il se cache. C'est la quête de toute une vie pour beaucoup d'entre nous. Pourtant, il ne tombe jamais du ciel. Un bonheur soudain est souvent éphémère et rarement estimé à sa juste valeur. Pour ceux qui, comme nous, ont les fins de mois difficiles, briser le plafond de verre est un défi colossal. Ce n'est pas un manque de courage, mais le poids de circonstances qui nous dépassent. Le sort semble s'acharner sur ceux qui se donnent du mal. On court après la félicité, mais chaque lueur d'espoir est brutalement soufflée par la réalité. Pourtant, dans le tumulte d'une vie, la chance ne frappe pas qu'une seule fois à notre porte. Le vrai défi est d'être prêt quand elle se manifeste. Si l'on manque de vigilance, le temps de s'en rendre compte, l'opportunité s'est déjà envolée. Le ciel nourrit les oiseaux, mais il ne dépose rien dans le nid. Notre existence est une épreuve, mais plus elle est rude, moins il faut baisser les bras. C'est à nous de forcer le destin. L'homme sage cultive ses talents dans l'ombre en attendant son heure. Ces jours passés à se perfectionner sans relâche finiront par révéler tout le sens de votre persévérance. Ceux qui courent avec détermination vers leur but finiront par embrasser la réussite tant espérée. Notre récit s'achève ici. Merci de l'avoir suivi. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce film? Dites-le moi en commentaire.